Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ah là, ça va bien. Pourquoi? Ça va très bien. Parce que vous avez gagné. Oui, nous avons gagné avec de la manière. Qu'est-ce que tu appelles de la manière? C'est-à-dire que nous avons montré que nous n'avons pas 14 Ligues des Champions pour rien, nous n'avons pas 27 demi-finales de Ligue des Champions, donc 4 dernières consécutivement pour rien. Ça veut dire qu'on a... Les 4 dernières Ligues des Champions finale, demi-finale. Là, nous allons jouer la 4e demi-finale de suite. D'accord. D'accord, mais globalement, on a déjà 27 demi-finales. Donc, voilà, cette équipe montre qu'elle a une âme, dans la mesure où, franchement, sur le papier, j'ai toujours considéré, jusqu'à hier, que City, sur le papier, était supérieur à nous. Et donc... Qu'est-ce que tu entends par sur le papier? C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les résultats, quand on regarde les statistiques de City, on prend ces 3 ou 4 dernières années, depuis que Pep, enfin on peut même prendre ces 5 dernières années, depuis que Pep est arrivé, ils ont un ratio de victoire quand même phénoménal. Et l'année dernière, c'était véritablement l'équipe intouchable. Je rappelle qu'elle sort d'un triplé là. Ligue des Champions, Coupe Championnat en Angleterre. Donc, réaliser un triplé. La dernière fois qu'on avait vu un club anglais réaliser un triplé avant celui de City, c'était en 1999, c'était par Manchester United, il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment, l'équipe de Pep, c'est une grande équipe. Maintenant, nous, on a montré qu'on avait les ressources pour pouvoir les battre. Ça n'a pas été facile, ça a été très, très, très difficile. La preuve, il a fallu un 3-3 à l'aller, un but partout au retour. Et il a fallu passer par les tirs au but pour départager les deux équipes. C'est pour dire que vraiment, ça n'a pas été facile. Maintenant, je pense que... Le Real a joué la défense. Oui, face à une équipe qui sait très bien posséder le ballon, face à une équipe qui est très à droite au but, on n'a pas d'autre choix que de jouer à la défensive. Ça, pour ceux qui se rappellent du football, ça rappelle un peu le match, la demi-finale entre le Football Club Barcelone de Pep Guardiola, toujours, et puis l'Inter de Milan de José Mourinho. C'est la seule manière de battre une équipe qui aime avoir la possession de la balle. C'est de jouer sur la défensive et puis aller sur des contre-attaques. C'est la seule manière. Parce que tant que vous n'avez pas le ballon, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas marquer des buts. Donc, la seule façon de faire, c'est à la moindre occasion où vous avez le ballon, vous vous projetez immédiatement vers les buts adverses et puis vous essayez de concrétiser ça. D'accord. Comme ça qu'on a joué. On va combien d'années en arrière? On ne va pas très longtemps. On ne va pas très loin. On va 69 ans en arrière pour parler d'une conférence. Une conférence qui va... essayer de tenter de redéfinir les relations géopolitiques sur le plan international parce qu'on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On va le 18 avril 1955 pour parler de la première grande conférence des pays du tiers-monde qui va se tenir après la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que après comme je l'ai dit, la Seconde Guerre mondiale, le monde est bipolarisé. On voit deux superpuissances qui émergent. On a l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc les Russes, les communistes, et on a les capitalistes avec les États-Unis. Et donc, au milieu, entre les deux, on demande aux pays, au reste du monde, évidemment, de choisir son camp. Si les pays occidentaux, pour la plupart, vont vers les États-Unis, les pays capitalistes, n'empêche qu'il y a aussi d'autres pays européens, notamment ceux de ce qu'on appelle l'Europe de l'Est, eux vont évidemment intégrer le bloc socialiste et donc vont se rapprocher de Moscou. Et donc au milieu, il y a des pays, notamment des pays essentiellement originaires d'Afrique et d'Asie et du Moyen-Orient, qui eux, évidemment, ne se retrouvent pas dans cette configuration-là. Le fait qu'on leur demande de choisir un camp, soit on est communiste, soit on est socialiste, soit on est capitaliste. Et donc, ces pays qui sont pour la plupart issus des pays d'Afrique, d'Asie et comme je l'ai dit du Moyen-Orient, ne se reconnaissant pas dans cette configuration, vont donc estimer que la seule façon de pouvoir s'opposer à ces deux blocs est de se réunir, de se solidariser, de se fédérer dans une espèce de troisième bloc. Et c'est un bloc qu'ils vont appeler le bloc du tiers-monde. Alors pourquoi ? Parce que le tiers-monde, c'est une expression qui avait été inventée 3 ans plus tôt par un grand démographe français qui s'appelait Alfred Sauvy. Et donc, en
juste en référence aux tiers états de la Révolution française. Il va qualifier les pays qui ne sont pas des pays industrialisés au sens des pays occidentaux, hein, et qui ne sont pas aussi envers des pays capitalistes et des pays socialistes soviétiques de la Russie, parce que la Russie aussi a industrialisé. Donc les pays non industrialisés, il va les et qui sont pour la plupart les pays pauvres, il va donc les réunir dans ce vocable de tiers-monde. Et donc à partir de là, il y a 3 personnalités qui vont être à l'origine notamment de cette grande messe-là. Il y a notamment l'Indien, le premier premier ministre indien, Nehru. On a évidemment l'Égyptien Nasser, Gamal Abdel Nasser, et évidemment on a aussi le président de l'Indonésie, Sukarno. Et donc ces 3 hommes-là vont voir la nécessité de réunir les pays à la fois d'Asie, donc du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est et des pays d'Afrique. Et donc lors de cette réunion-là, évidemment, il y a environ 29 pays, pas environ, il y aura 29 pays qui seront représentés, et la conférence va durer à peu près une semaine. Elle va se tenir du 18 au 24 avril 1955. Alors il faut savoir qu'en 1955, la plupart des pays africains sont encore sous la colonisation. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Afrique va être très peu représentée, uniquement par 6 pays, à savoir l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, et le Libéria. Alors, il faut savoir que à l'époque aussi, l'Algérie était en pleine guerre d'indépendance et elle va quand même envoyer des représentants là-bas. Et puis le 6e pays, parce que j'en ai cité 5, le 6e pays en réalité, c'est celui qu'on appelait à l'époque la Côte d'Or, qui deviendra par la suite le Ghana. Lui aussi avait pu envoyer des représentants à cette conférence-là. Alors, évidemment, cette conférence, on a souvent tendance, les historiens, il y a souvent une petite confusion qu'il y a entre cette conférence qui s'est tenue à Bandung et celle qui va se tenir à Belgrade en 1961, donc 6 ans plus tard. Pourquoi il y a une petite confusion? Parce qu'il faut savoir que après justement la première conférence de Bandung, les pays qui ne voulaient appartenir ni au bloc socialiste ni au bloc capitaliste vont convenir qu'il fallait évidemment qu'ils se retrouvent une seconde fois pour essayer de raffermir leurs liens et aussi d'essayer de convertir un maximum de pays pour adhérer à leur vision. Et donc, c'est la raison pour laquelle Nasser va organiser à son tour, lui aussi, une conférence à cet effet. Et donc, ils vont organiser cette conférence-là en 1959. Malheureusement, cette conférence-là va être ternie en quelque sorte parce que on va juger que son non-alignement n'était pas effectif puisque la Russie, donc l'URSS de l'époque, va être présent au cours de cette conférence-là. Et donc, cette conférence qui, en fait, le non-alignement en réalité, donc comme je l'ai dit, était constitué des pays qui n'étaient ni socialistes ni soviétiques, en réalité qui étaient des pays non industrialisés. Donc c'était la plupart du temps des pays pauvres. Et donc l'objectif de cette première conférence de Bandung visait non seulement à fédérer les pays pauvres, mais en se disant qu'en mutualisant les efforts, en raffermissant les relations diplomatiques et économiques, il pourrait devenir par la suite un véritable partenaire qui pourrait aussi imposer sa vision. D'accord? Et donc, à partir de là, à partir de cette idée-là, ils vont se dire que si tous les pays qui ne veulent adhérer ni au bloc socialiste ni au bloc capitaliste se mettaient ensemble, ils seraient en capacité de pouvoir faire peser leur voix. Et donc, c'est la raison pour laquelle malheureusement, lorsqu'il va y avoir la deuxième conférence, des pays non alignés, enfin des pays qui deviendront non alignés en 1959 au Caire, la présence de l'URSS va véritablement semer le trouble puisque le principe, c'était de réunir des pays qui n'appartenaient à aucun des deux blocs. Or, il ne faut pas oublier qu'en 1959, Nasser s'était rapproché des socialistes de Moscou parce qu'évidemment, il ne va pas, lorsqu'il va nationaliser le canal de Suez, cela va évidemment pas passer du côté des Occidentaux, des Américains et autres, même si les Américains ne vont pas s'opposer, ils vont soutenir. Mais pour les Français, les Italiens et les Britanniques, qui étaient les propriétaires du canal de Suez, il va quand même avoir le robinet financier de la part des Occidentaux qui va être coupé. Et donc face à cela, Nasser n'aura d'autre solution
que pour lutter contre la crise économique et le fait que des navires occidentaux boycottaient le canal de Suez. Donc ça va entraîner une chute de devises pour son pays, donc entraîner une crise économique. Il va se rapprocher du bloc socialiste pour essayer de trouver des soutiens, notamment économiques et financiers là-bas. Et donc c'est ce qui explique la présence de l'URSS lors de la conférence qui sera organisée au Caire. Et donc cela va un peu brouiller en quelque sorte le message que ces pays membres voulaient faire passer. Et c'est la raison pour laquelle il va y être organisé une troisième conférence en 1961, comme je l'ai dit, dans ce qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie, qui avait été organisée par Josip Broz Tito. Tito n'était pas présent lors de la conférence de Bandung, mais lui, il était évidemment soucieux aussi, bien qu'arrivé au pouvoir avec l'aide de Moscou, il va très vite vouloir se démarquer ou de sortir de la tutelle de Moscou. Et donc, il va voir dans ce nouveau mouvement-là l'opportunité véritablement de se poser, de sortir du giron de la Russie et de ne pas être considéré comme étant non plus un proche de Washington, puisqu'il ne se considérait pas comme étant capitaliste. Et donc, c'est à partir de la conférence qui va être organisée cette fois-ci par Tito en Yougoslavie en 1961. Cette conférence maintenant va se faire sans les Russes parce qu'eux, ils vont être exclus. Et c'est à côté, et notamment à l'occasion de cette conférence de Belgrade-là, que va être employé pour la première fois le terme de pays non alignés, sous-entendant des pays qui ne sont alignés ni sur le bloc capitaliste, donc ni derrière Washington, ni dans le bloc socialiste, c'est-à-dire derrière Moscou. Et donc, à partir de là, il va y avoir donc cette espèce d'unité des pays, la plupart des pays pauvres d'Asie et d'Afrique, qui vont considérer que, évidemment, pour sortir de là, il fallait, pour sortir, pour ne pas être, si tu veux, sous influence capitaliste, socialiste, ils vont retrouver, il fallait être là. Et mais matériellement, ça donnait quoi en fait? Matériellement, c'était juste idéologique ou bien il y avait des échanges matériels? C'était principalement idéologique. Parce donc ça ne servait à rien dans le fond? Non, ce n'est pas que ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il y a principalement politiquement et diplomatiquement, c'était important. Et puis, il y avait deux poids lourds à l'époque à l'intérieur. On a l'Inde et la Chine, d'accord? Mais l'Inde et la Chine n'étaient pas encore les superpuissances économiques, les puissances économiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, rien que le poids de ces deux pays-là, il faisait déjà plus de la moitié de la population mondiale. Et puis, par la suite, en 1961, il faut savoir que plusieurs pays africains aussi vont être, dans la foulée des années 60, accéder à l'indépendance. Et donc, à partir de là, il va y avoir un plus grand nombre de pays qui vont adhérer à ce mouvement, même si la plupart des pays, notamment ceux qui étaient issus des anciennes colonies britanniques et notamment les colonies françaises, ne vont pas véritablement adhérer vers ce mouvement-là. Mais ce mouvement va faire écho à un autre message, c'était le message d'émancipation des pays du Sud, donc la lutte contre la lutte anticoloniale, la lutte contre le racisme, notamment on a le cas patent qui était aux États-Unis, et puis le raffermissement des relations diplomatiques et politiques entre les États, avec l'objectif in fine de pouvoir constituer une espèce de grand bloc économique qui devait peser également sur les grands enjeux mondiaux et donc peser en matière de géopolitique globale, de géopolitique mondiale. Malheureusement, pour l'histoire, cette idée-là ne va pas perdurer après la chute du mur de Berlin, après la chute de l'URSS en 1991, puisque dans le fond, dès que la Russie va s'effondrer, il n'y avait plus de raison de continuer à penser qu'on devait rester dans le mouvement non annihilé, puisqu'il n'y avait plus ces deux blocs-là en face. Bien entendu, la plupart des pays non alignés vont rester dans la même position de ne pas entrer, de ne pas se positionner derrière Washington. Mais des pays comme la Chine et l'Inde vont commencer véritablement leur essor économique. Ils vont entrer dans le capitalisme sans être derrière Washington, sans être sous influence américaine. Et c'est ça qui a véritablement changé. Et malheureusement, cet essor-là, ces choix de développement vont se faire de manière un peu individuelle. C'est-à-dire que les États ne vont plus, les États du Sud, qui étaient les non-alignés, ils ne vont plus de manière coordonnée essayer de planifier un développement commun pour continuer dans cette lancée-là et de transformer en essai la volonté de faire de ce bloc qui était un bloc politique et diplomatique un bloc économique. Malheureusement, après la chute de l'URSS, chaque pays va un peu prendre sa route, si on peut parler ainsi, et se développer
chacun pour soi. Et c'est ce qui va faire que, par la suite, ce mouvement de non-alignés va imploser. Mais je tiens aussi à rappeler une chose, c'est que lors de la première conférence de Bandung, le seul pays quand même industrialisé qui était présent, même si par la suite, ils vont revoir sa position, c'était le Japon. Le Japon était bien présent à la conférence de Bandung, mais malheureusement, si on peut dire pour l'histoire, le Japon ensuite va rentrer dans le giron américain et ne va plus se considérer comme étant un pays non aligné. Après avoir encaissé 2 bombes atomiques, c'est évident. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'eux, ils venaient un peu dans la conférence de Bandung avec un esprit véritablement pacifiste. C'est-à-dire en se disant que nous avons subi la chose la plus terrible, l'arme la plus terrible que l'humanité ait pu inventer, et que par de verre, on ne peut pas se positionner derrière ceux qui nous ont infligé cette terrible sanction-là. Malheureusement, par la suite, les Japonais vont évidemment changer de philosophie et vont se positionner clairement dans le camp capitaliste et derrière Washington. Mais donc, c'est véritablement ce qu'il faut comprendre. La conférence de Bandung n'est pas la conférence qui a mis en place le mouvement des non-alignés. Cela va se mettre en place 6 ans plus tard, en 1961, lors de la conférence de Belgrade en ex-Yougoslavie. Mais par contre, l'idée même de créer une troisième voie, c'est comme ça qu'il se définissait, qui ne soit ni socialiste ni capitaliste, mais qui soit une voie beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus indépendante, enfin disons, située à équidistance, comme ils aimaient se dire, entre le bloc socialiste et le bloc communiste. Cette idée-là a commencé à germer lors de la conférence de Bandung du 18 avril 1957. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.